Marxisme. Très influent, le marxisme est un mélange hétéroclite de sciences sociales obsolètes, de philosophie et d'idéologie. La philosophie marxiste est constituée de la dialectique et du matérialisme historique. La dialectique est une ontologie, tandis que le matérialisme historique en est l'application à la société. La dialectique, qu'elle soit matérialiste ou idéaliste, est très imprécise et comporte beaucoup plus d'exceptions que d'exemples. Par contre, le matérialisme historique repose sur des idées sensées, bien que quelque peu étroites. Il serait grand temps que quelqu'un trouve ce qui peut être sauvé du naufrage intellectuel et politique du marxisme. Bonjour à tous. Alors récemment, deux cuistres marxistes, un pléonasme, ont sorti une vidéo debunk sur Mos Majorum où ils étalent leur inculture et leur bêtise crasse à la face du monde en singeant la supériorité intellectuelle. Alors que ce sont deux gigantesques débiles. Ok, j'arrête. Aucun intérêt à jouer à ce jeu-là, même si c'est ce que beaucoup veulent voir. En fait, je n'ai ni haine ni mépris envers Paduring et Position Revue. Certes, je n'aime pas vraiment Position Revue sur la forme. Il se donne une image de prétentieux, pédant, qui tweet un étalage de buzzwords pour donner le sentiment qu'il est de la classe distinguée des intellectuels. Quant à Padu, il s'est enfoncé dans le format newser pour des raisons qui me semblent relever du pur calcul. Et je trouve ça regrettable. Je ne m'attends bien entendu pas à du respect de leur part, ni de la part de leur public. La dynamique ne me semble pas aller dans ce sens chez eux. Ils peuvent donc bien me taper dessus si ça leur fait du bien, si ça peut leur donner un faux sentiment de supériorité qui les fait se sentir exister. Je peux moi-même me perdre dans une telle tendance par moment. Mais elle laisse un sentiment d'amertume et de déconnexion vis-à-vis de mes semblables. Alors qu'eux et moi ne sommes en réalité pas si différents. Nous avons de gros désaccords, ça ne fait aucun doute. Mais nous aspirons à améliorer nos vies et ne rechignons pas à ce que celles des autres s'améliorent dans le processus. Bien au contraire. Nous segmentons certes l'humanité pour les besoins de nos analyses, mais nous voulons tendre vers le dépassement de ces catégories pour en finir avec des discriminations insensées. Nous sommes généralement touchés dans notre humanité quand nous voyons des individus souffrir, et ceci même si nous ne sommes pas des super-héros, que par moments nous aurions bien besoin de déconnecter pour prendre du recul. On a également cette passion de la politique, de la culture et du savoir. Personnellement, je ne suis qu'un ignorant et je cherche à comprendre. Comprendre le marxisme et le socialisme dans un premier temps. Et même si je suis loin de l'expertise sur le sujet, je pense que je me suis beaucoup amélioré. Mais Padu et Position Revue peuvent-ils en dire autant sur le libéralisme? Alors, je suis un habitué des lives, donc je sais à quel point c'est un exercice difficile, mais ça ne m'empêchera pas de les critiquer. Mais surtout, cette critique, elle doit vous servir à vous, spectateurs. Elle doit vous permettre de mieux saisir les nuances du spectre politique et enrichir votre réflexion. Alors prenez le temps de l'écouter. Vous pourriez peut-être ressortir de là en ayant appris des choses. Dans n'importe quel PMU, on a déjà une connaissance des processus économiques bien supérieure à toi, Mos Majorum. Ce sont les mots de ce très cher Position Revue. Tentons donc, si vous le voulez bien, de se mettre au niveau de ce PMU virtuel en abordant les bases du capital de Marx. Alors, je suis un no-life, mais pas au point de me taper le Pavlard d'As Capital. Ouvrage qualifié par Keynes de bible pseudo-scientifique périmée, qui n'a aucun intérêt et aucune application concrète. Franchement, j'ai autre chose à faire de mes soirées. Donc, j'ai opté pour la version pour les nuls, l'abrégé du capital par l'anarchiste Carlo Cafiero. Apparemment, Marx considérait que c'était un très bon résumé populaire de sa théorie de la plus-value, ça fera donc largement l'affaire. Et au pire, les spé bac plus 10 en marxologie, qui sont restés bloqués chez eux pendant 3 mois pour pondre une thèse sur les pages 567 à 572 du volume 1, me feront une critique plus complète. Ici c'est le prolétariat, messieurs, ça transpire le jeu vidéo et le porno, pas l'école de Francfort. On vit d'ailleurs dans une saucisse de... Bon ok, je sors. Je disais donc, on vit dans une saucisse, et pas n'importe laquelle. La saucisse capitaliste. Pour Position Revue, Marx n'affirme pas tout haut ce qu'est la valeur, mais ne fait qu'observer ce qu'elle est dans le rapport social capitaliste. Nuance extrêmement subtile, attention. Marx, dernier des classiques, compte donc bien reprendre à son compte la valeur travail de Smith et Ricardo pour faire un debunk de l'économie politique. De merde. Pardon, l'économie politique, de merde. En mettant en évidence évidemment des conclusions surprenantes ou des contradictions, il ferait s'effondrer l'édifice bourgeois des économistes de son temps. Donc démarrons par la base. Une marchandise a une valeur d'usage, son utilité en gros, et une valeur d'échange. C'est cette dernière qu'on appelle communément valeur. Cette valeur, elle repose sur la quantité de travail nécessaire à la production du bien, selon les économistes cités auparavant. Même si Position Revue dit que Marx soutient qu'il n'y a pas de valeur objective, compte tenu du marché de l'art par exemple. Cette valeur d'échange n'est pas d'échange pour rien. C'est bien parce que deux marchandises ont la même valeur d'échange qu'elles s'échangent.
Donc si deux marchandises ont requis la même quantité de travail pour être produites, elles peuvent s'échanger. Dans l'éventualité où un objet n'est pas utile, il ne s'échange pas, donc n'a pas de valeur d'échange. Ce qui fait que Position en Revue aime rappeler que la valeur dépend également de l'utilité. Mais quid d'un objet qui serait produit plus vite par une personne et plus lentement par une autre? Telles les valeurs d'échange différentes alors que ce sont les mêmes marchandises? Eh bien, le Capital répond à cette interrogation par l'introduction du concept de travail social. Pour faire simple, c'est le travail moyen requis pour produire le bien. Toutes ces marchandises que nous avons évoquées, elles peuvent s'échanger avec une marchandise particulière, l'argent. Vu que deux marchandises ne s'échangent que si elles ont la même valeur travail, alors l'argent est en théorie une mesure de la valeur travail. Je dis bien en théorie parce que Position Revue traite de tartempions, ceux qui confondent la valeur, qui relève de la sphère de la production, et le prix, qui relève de la sphère de la circulation. Apparemment, Marx aurait déjà débunk la distinction prix-valeur grâce au fétichisme de la marchandise. En gros, l'idée est que sous le capitalisme, tout est ramené au statut de marchandise avec une valeur intrinsèque, ce qui masque la spécificité du travail humain. Alors, certes, dans mon survol de l'abrégé, j'ai aperçu une distinction prix-valeur qui reposait sur un délai de circulation de l'information à cause de gains de productivité très soudains et importants. Mais je pense que le problème de la transformation nécessiterait qu'on s'attarde vraiment dessus et pas qu'on se contente d'un « non mais vraiment, ils sont trop bêtes les bourgeois ». Moi, exégète de Marx à peine sorti de la puberté, j'ai compris ce que tous ces esprits n'arrivent même pas à comprendre. De mon côté, j'aurais pu me dire « Vite, faut que je ressorte l'abrégé du Capital pour le finir, et mettre sa fessée aux deux gourous du stream. » Mais ce ne serait pas seulement leur accorder une piètre valeur, alors qu'ils sont loin d'être idiots, ce serait aussi accorder une piètre valeur à cet ouvrage, lui offrir une lecture précipitée, alors que je peux l'apprécier comme il se doit, prendre le temps de le comprendre, ou de pester contre lui. Donc, Position Revue, je te tends la perche. C'est ton moment de briller. Impressionne-nous, montre-nous à quel point tu es le plus gros des cerveaux, celui qui a le mieux compris la parole du plus barbu des prophètes. Dont je vais finir d'expliquer modestement la pensée, accessoirement. Revenons donc à l'argent. La monnaie, la tunasse, le flouze. On le présente généralement comme un intermédiaire dans les échanges. Mais pour Marx, il faut voir les choses sous un angle différent. Sous le capitalisme, la finalité du cycle n'est plus la même. C'est la marchandise l'intermédiaire. Le capitaliste utilise cette dernière comme un moyen d'obtenir de l'argent. Plus d'argent. Mais si les marchandises s'échangent dans le cas où elles ont la même valeur d'échange, comment se fait-il que le capitaliste passe d'une situation avec moins d'argent à une avec plus d'argent? Il a forcément spolié une partie de la valeur à quelqu'un, c'est-à-dire du travail à un travailleur. Pour rappel, travail social nécessaire à la production et valeur d'échange sont intimement liés. La valeur d'échange de la force de travail est donc équivalente à son coût de production, ou de reproduction, plus exactement. C'est-à-dire tout ce qui garantit la survie du travailleur et de ses capacités de production. Le capitaliste l'achète donc à ce prix-là. Cependant, à la fin de la journée, le salarié a produit plus que son coût en force de travail. C'est la plus-value, ou survaleur. Or, Position Revue affirme que la plus-value est la différence entre le prix et la valeur de la marchandise, alors qu'elle est l'excédent que dégage le capitaliste de la vente, donc après paiement des coûts, dont le salaire. Par conséquent, dans la théorie marxiste, elle est bien la différence entre la valeur produite par la force de travail et son coût de reproduction. Je dis bien dans la théorie parce qu'on pourrait arguer que la réalité est plus complexe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le patron profite du processus de circulation marchande de la force de travail pour capter un profit. Et ce profit, il est l'expression d'un temps de travail supplémentaire, le surtravail. Là où les serfs sous le féodalisme consacraient une partie de leur journée à leurs besoins et une autre à ceux du seigneur, le capitalisme brouille les cartes. La journée entière est consacrée au paiement de son salaire, mais également au profit du patron. Tout l'enjeu pour le prolétariat serait donc de casser le processus de marchandisation de la force de travail et de reprendre le contrôle sur les moyens de production, dont la propriété génère une rente. Maintenant qu'on a fait un peu le tour sur le marxisme et la théorie de la valeur travail, évoquons son grand adversaire, l'utilité marginale. Bon, je vais essayer de résumer rapidement la révolution marginaliste, mais en gros, il y a trois gus qui à peu près en même temps se disent « Tiens, et si on concevait une théorie de la valeur subjective qui prenne en compte l'utilité des biens, mais également leur rareté ?» Mobilise alors le concept d'utilité marginale, qui est l'utilité procurée par la consommation supplémentaire d'un bien. L'utilité de votre premier verre d'eau, par exemple, est très importante. Mais l'utilité de votre 10e verre est beaucoup moins élevée. Vous serez donc disposé à payer plus cher le premier verre que le 10e. Si l'eau est disponible en grande quantité, les individus en consommeront un nombre si important que l'utilité marginale du verre décroîtra très vite. A l'inverse, dans un contexte de pénurie, cette utilité demeurera élevée. Vous savez, le fameux exemple du désert qui n'existe pas pour nos deux comparses. D'ailleurs,
Position Revue nous explique que l'eau a une utilité objective, pas subjective, et que pourtant, elle ne vaut rien. Sauf que primo, quand on parle de théorie subjective de la valeur, on parle justement d'une théorie qui repose sur le concept d'utilité, pas sur la quantité de travail, d'informations ou je ne sais quoi d'autre. Et secondo, c'est bien la mobilisation de cette théorie subjective de la valeur qui permet de résoudre le paradoxe de l'eau et du diamant. En gros, la question de savoir pourquoi l'eau est utile mais pas chère et le diamant cher mais peu utile. La réponse à ce paradoxe, c'est parce que l'utilité de l'eau pour celui qui la consomme dépend en réalité de lui et du contexte dans lequel il évolue. C'est pas parce que le premier verre peut lui sauver la vie que le centième a de l'intérêt. Alors, peut-on remettre en question cette conception de la valeur ? Avec des arguments, évidemment. Mais il faut travailler en amont. Donc moins de réacts d'extraits d'émissions nulles ou de panique morale, et plus de lecture d'économie d'écriture en amont. Mais, pour en revenir à nos moutons, parmi les gars qui ont mis en évidence l'utilité marginale, deux, Walras et Jevons, ont été les initiateurs de l'école dite néoclassique. Cette approche elle a été très influente, mais elle présentait des défauts. Rationalité parfaite de l'homo economicus, tracer des courbes d'utilité approximatifs, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis insuffisamment calé, mais Mario Bunge, que je citais en début de vidéo, qualifie la microéconomie néoclassique de pseudo-science. Mais on a une autre école à l'époque, hétérodoxe, qui accouchera de libéraux et de libertariens célèbres. Cette école, c'est l'école autrichienne, parce que beaucoup viennent d'Autriche. Fondée par Menger, cette famille elle formera un nom que peut-être peu d'entre vous connaissent, Ludwig von Mises. Mises, il est connu pour deux choses. La première, c'est son développement de la praxéologie, la science de l'action humaine. Cette discipline, elle vise à englober l'économie en définissant les critères de l'action. En stipulant a priori les lois de l'action, on évite donc de partir d'observations pour en déduire les lois. Chose qui est très compliquée dans un domaine comme l'économie, qui étudie les hommes et fait intervenir de nombreux paramètres, sans réelle possibilité d'avoir un témoin. Alors, aujourd'hui, les économistes défendent l'idée d'une révolution expérimentale dans le champ universitaire, mais dans tous les cas, la praxéologie misesienne est très discutable. Cependant, ce qui a vraiment fait connaître Mises, c'est probablement sa contribution dans le débat sur le calcul économique. Alors, je voulais en faire une vidéo, mais je vais résumer ça simplement. En fait, que se passerait-il si on mettait fin à la propriété privée des moyens de production ? Plus d'échange des moyens de production, donc plus de prix pour ces derniers. Et comment faire dans ce cas pour déterminer les équivalences entre les moyens de production ? Lesquels fabriquer et à quel projet les allouer ? Bref, comment orienter la production sous une communauté socialiste ? Ce problème est vraiment une épine dans le pied des socialistes, à tel point que l'économiste socialiste Oscar Lange a déclaré à l'époque « Les socialistes ont certainement de bonnes raisons d'être reconnaissants au professeur Mises, le grand avocat du diable de leur cause. Car c'est son puissant défi qui a forcé les socialistes à reconnaître l'importance d'un système adéquat de comptabilité économique pour guider l'allocation des ressources dans une économie socialiste. Plus encore, c'est principalement grâce au défi lancé par le professeur Mises que de nombreux socialistes ont pris conscience de l'existence même d'un tel problème. Et, bien que le professeur Mises n'ait pas été le premier à le soulever, et bien que tous les socialistes n'aient pas été aussi complètement inconscients du problème qu'on le croit souvent, il n'en reste pas moins vrai que, particulièrement sur le continent européen en dehors de l'Italie, le mérite d'avoir amené les socialistes à aborder ce problème de manière systématique revient entièrement au professeur Mises. À la fois en guise de reconnaissance pour les grands services rendus par lui et en guise de souvenir de l'importance primordiale d'une bonne comptabilité économique, une statue du professeur Mises devrait occuper une place honorable dans la grande salle du ministère de la Socialisation ou du Conseil central de la planification de l'État socialiste. Plus récemment, les économistes marxistes Paul Cockshott et Aline Cottrell ont écrit dans la préface de l'édition française de Vers un cybercommunisme que, dans un article célèbre, l'économiste autrichien Mises a affirmé que ce n'était que dans une économie de marché où l'argent et les prix en argent existent que la rationalité économique est possible. Ces affirmations étaient fortes, et, si elles pouvaient être défendues, seraient dévastatrices pour la cause du socialisme. Ce débat, il s'est plus ou moins poursuivi sous la plume d'un élève de Mises, Friedrich Hayek. Ce dernier, prix Nobel d'économie, a beaucoup écrit sur la politique et le droit. Mais il est probablement connu pour un article, cité plus de 24 000 fois, qui est allé jusqu'à inspirer le créateur de Wikipédia, l'utilisation de la connaissance dans la société. Dans ce texte, Hayek explique la fonction des prix, qui permettent de synthétiser de l'information sur l'offre et la demande, et de la diffuser à d'autres acteurs dans un format relativement intelligible. La société marchande fonctionne alors comme une gigantesque machine à calculer, plus efficace qu'un planificateur qui fixe les prix. On peut voir au travers de ce résumé à quel point Mises et Hayek jouissent d'une reconnaissance dans leur milieu, y compris auprès de leurs adversaires, et qu'ils posent de vrais défis. Or, plutôt que d'accueillir ces défis comme des moyens d'améliorer son projet et de rendre plus intelligent son audience,
Position Revue préfère ramener le problème de la connaissance à, je cite, une vieille thèse bidon, qui n'est soutenue par aucun travail expérimental. Hayek et Mises étant à l'image de cette thèse, des crétins. Mises étant, je cite, un type que tout le monde prenait pour un crétin déjà à l'époque, et un médiocre lecteur de Marx. Et Hayek, un médiocre lecteur de Mises, dont l'ensemble du travail est crétin, et ne recouvre rien de concret. À tel point qu'un directeur financier se pisserait dessus en le lisant, alors qu'il lirait avec plaisir Marx. Néanmoins, Position Revue explique en parallèle qu'ils ont probablement compris ce qu'a dit Marx, mais qu'ils mentent, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Bon, j'évoque évidemment pas le cas de Thomas Sowell, qui est lui aussi un crétin qui croit que le wokisme est dû à Marx qui croit en la valeur travail. Alors, d'accord, on est là pour amuser l'audience, mais on peut tout de même s'interroger. Qui a le plus de chances d'être un crétin ? Les deux économistes évoqués précédemment, ou bien deux youtubeurs vingtenaires qui le pensent ? Je m'abaisserai évidemment pas à dire que leur école de pensée est confinée à la marginalité en économie, comme ils le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes, parce que je pense que cet argument est nul et que je prends un vrai plaisir à lire les marxistes et les socialistes, quand ce ne sont pas des mecs à peine sortis de la culture du 18-25. Je recommande même certains de leurs champions à des proches. Alors évidemment, certains diront que ce n'est pas un cadeau pour eux, qu'ils ont peut-être une fausse conscience ou que ce sont des bourgeois. Tout ça pour éviter d'aborder le fond du sujet, parce que ça demanderait trop de travail et de respect. Mais bon, quel plaisir de pouvoir traiter de crétins des idoles à la vue de tous. D'ailleurs, faut que je vous le dise, mais Marx est un crétin. Non, tu racontes n'importe quoi, jamais t'arriveras au niveau de Marx. Ah, quel plaisir, les larmes de rageux. Ouais, mais voilà, en attendant, j'ai pas mieux compris Marx pour autant. J'ai pas compris en quoi son œuvre a influencé tant de gens, en quoi elle est considérée par des universitaires et des intellectuels, et qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter. Marx n'est pas que la valeur travail ou la plus-value, c'est beaucoup plus. Il ne s'agit pas de l'idolâtrer, mais de comprendre en quoi il est susceptible de nous renforcer. Or, on a l'impression que seul Marx et ses suiveurs trouvent grâce aux yeux de nos deux aspirants marxistes. Position Revue évoque bien Smith et Ricardo, mais on a l'impression que c'est parce qu'ils défendent la valeur travail. Il explique d'ailleurs que le fait qu'ils défendaient cette conception de la valeur dans une période de développement fulgurant du capitalisme fait qu'elle est supérieure à la conception marginaliste défendue par un capitalisme qui a débouché sur des guerres mondiales. Non, franchement, il y a du niveau là. J'en suis bouche bée. D'ailleurs, les gars, je tiens à vous dire, mais ce qui est reproché au socialisme, c'est pas Tchernobyl. On prétend pas que le socialisme sera parfait. Il faut juste qu'il soit meilleur. C'est pourquoi il est grand temps d'aborder l'épineuse question de la planification. Quel est donc l'avis de nos deux zigotos sur la question ? Reprenons vraisemblablement la thèse de People's Republic of Walmart, Badiou et PR voient dans les grosses firmes, comme Amazon et Temu, des seigneuries qui appliquent déjà la planification. Les structures de planification existent donc déjà, il suffit juste de les subvertir et de les faire converger vers une structure unitaire. Badiou ajoute par ailleurs qu'à grande échelle, on produit mieux, nous démontrant qu'il ignore le concept de déséconomie d'échelle et qu'il part du principe que toute industrie est un potentiel monopole naturel. Hélas, même si ces entreprises ont une puissance telle qu'elles font planer pour certains le risque d'une dystopie techno-féodale, elles restent intégrées à un marché des moyens de production, qui leur attribue un prix. Par ailleurs, Hayek explique déjà dans l'article évoqué précédemment qu'il y a effectivement de la planification à l'échelle des entreprises, mais que dans le débat qui nous intéresse, planification désigne évidemment une échelle conséquente, le type d'échelle qui ne se contente pas de vendre des biens de consommation sur une marketplace ou des abonnements à des services de streaming. Mais à l'évidence, peut-être que nos marxistes seront plus réceptifs au discours de leurs collègues sur la question. Il est facile d'énoncer des objectifs. La difficulté est de proposer un mécanisme économique et politique viable pour atteindre ces objectifs. C'est pourquoi vous avez tout un livre entre les mains, et non un simple pamphlet politique de propagande. Les précédents systèmes de socialisme ont finalement échoué en raison de problèmes réels dans leur structure économique et politique. Si les mouvements sociaux du XXIe siècle tentent à nouveau de construire le socialisme sans résoudre ces problèmes, ces mêmes problèmes reviendront. L'un des principaux échecs du système soviétique résidait dans l'utilisation de prix déterminés par l'administration. Pourtant, Badiou et Position Revue soutiennent que des expériences comme l'URSS ou la Chine ont permis de sortir des pays du Moyen-Âge pour en faire de grandes puissances d'envergure internationale. Leur productivité, leur bien-être, leur santé, leur niveau de vaccination auraient considérablement grimpé, tandis que les famines auraient diminué. On peut certes critiquer certains aspects de la vie sociale, comme le manque de liberté d'expression, selon Badiou, mais l'attaque sur l'économie serait indigne, surtout compte tenu du contexte de guerre froide, et alors que le néolibéralisme met le monde en crise. Une telle critique peut s'entendre par certains aspects, mais elle fait fi de tout un travail, y compris réalisé par des socialistes, sur les échecs de la planification centrale au XXe siècle, et les tendances autoritaires qu'elle implique.
Elle omet également le passage progressif à une économie mixte des systèmes évoqués, même si Paduring et Position Revue se protègent en parlant de systèmes plus socialisés ou inspirés du socialisme. Pour autant, est-ce à dire que le socialisme est voué à n'être qu'un mirage de courte durée? Affirmer ça de façon péremptoire serait, pour moi qui ai modestement étudié la question, une insulte à votre intelligence. Je n'ai pas le boulard de certains, désolé. Mais je vais tenter d'expliciter mon point de vue sommairement. Je vais ici réduire le socialisme à 3 modèles. Le premier, une société d'abondance telle qu'envisagée par des anarchistes comme Bookchin et Cafiro. Félicitations, l'humanité a débloqué le dernier niveau, nous sommes sortis de l'ère de la propriété, du conflit politique et du travail pour atteindre celle de la profusion. Est-ce que j'y crois à court ou moyen terme? Franchement, pas vraiment. Alors, je caricature peut-être un peu ce bon vieux Bookchin, mais le côté on produit un peu ce qu'on veut et on sert, comme la prise au tas de Kropotkin si je dis pas de bêtises, me laisse un peu dubitatif. Il nous faut très probablement des institutions pour organiser la production et allouer les ressources, sans quoi nous manquons de ne pas réussir à donner satisfaction aux individus. L'un des moyens, nous l'avons vu, c'est de faire appel au marché. Un marché qu'on pourrait imaginer peuplé de coopératives, c'est-à-dire d'entreprises démocratiquement contrôlées par les travailleurs. C'est vraisemblablement le modèle des proudhoniens et des anarchistes individualistes. Néanmoins, comment garantir que des inégalités ne se recréeraient pas, que des coopératives de banquiers ou d'entrepreneurs ne se formeraient pas et ne donneraient pas des directives, ne capteraient pas de la survaleur? Pour beaucoup de socialistes, ce projet n'est probablement pas assez radical. Il ne fait pas fi de la circulation marchande des moyens de production. Il ne permet pas une planification à l'échelle d'une société. Mais cette planification est-elle seulement possible? C'est en tout cas le projet des auteurs de Vers un cybercommunisme. Alors, j'ai envisagé d'en faire une vidéo, donc je vais pas dévoiler tout le bouquin, mais pour faire simple, les auteurs proposent de marquer les biens de leur valeur en travail. Sauf que l'originalité réside dans le fait que ces biens, quand ils sont de consommation, ont également un prix du marché. En heure de travail là aussi. Cockshott et Cottrell suppriment donc le marché des moyens de production, mais conservent celui des biens de consommation. Ce dernier doit aider à orienter la production vers les préférences des individus, compte tenu de la disponibilité en biens. Si un bien a un prix supérieur à sa valeur travail, il est valorisé, donc il faut en produire plus. A l'inverse, il conviendra d'en produire moins. Le tout jusqu'à ce que le prix se rapproche de sa valeur travail, et compte tenu de certains objectifs définis démocratiquement. Pour intégrer les facteurs de production collectivisés à cette équation, les auteurs envisagent d'utiliser la technologie. Déjà pour remonter les informations, mais aussi pour calculer les quantités nécessaires à produire. Pour cela, le développement de tableaux d'entrée-sortie sera nécessaire. En gros, ce sont des espèces de matrices qui répertorient les intrants nécessaires à la production de chaque bien. Au premier abord, cela peut sembler donner des tableaux de taille beaucoup trop importante. Mais vu que certains biens n'ont pas besoin d'autres pour leur production, de nombreuses quantités nulles vont simplifier les calculs. En parallèle, les probabilités seront utilisées pour identifier les biens de production à forte valeur ajoutée. Car, en théorie, un bien de production devrait participer à la production de beaucoup de biens dont le prix est très proche de la valeur en travail, et à beaucoup moins aux extrêmes. La distribution devrait donc suivre une loi normale centrée en une différence de 0. Mais admettons que la courbe se retrouve plus à droite ou plus à gauche. Ça signifie que le bien de production génère une valeur moyenne supérieure ou inférieure à celle escomptée. On peut donc adapter sa production en conséquence. Au premier abord, la valeur travail semble bien rigide. Pourtant, elle irrigue le socialisme de Cockshott et Cottrell, malgré les concessions qu'ils font au capitalisme. Pour quelle raison un tel attachement? Sûrement parce qu'elle représente la reconnaissance pour les humains que leur temps de travail est ce qu'il y a de plus précieux, et que les spéculateurs et les rentiers ne devraient pas pouvoir en profiter. Paduring et Position Revue aiment à croire qu'ils analysent le capitalisme plus en profondeur que les libéraux, et que les bourgeois sont des crétins, que les aspirants économistes sont piégés dans une fausse conscience, une pensée fétichiste qui leur fait croire qu'ils comprennent le réel, que le capitalisme, qu'ils ne savent en réalité pas différencier du marché, est éternel et anhistorique. Nous sommes des gens bien, nous sommes pour la liberté, l'égalité. Ne nous traitez pas d'exploiteurs, nous dit Position Revue ricanant. Mais la réalité est qu'autrui n'est pas aussi simplé que vous voulez bien le croire, messieurs. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas la même idéologie ou les mêmes conclusions que vous qu'il est bête. Vous devriez le comprendre, vous qui défendez l'importance des déterminismes. De nombreux capitalistes ont conscience des défauts du capitalisme. Ils ont conscience de l'autoritarisme en entreprise, des problèmes de chômage et d'inégalité, du consumérisme, des tâches rébarbatives et répétitives, de la concentration du capital et de ses conséquences économiques et politiques, des limites du contrat. De la même façon que des socialistes ont conscience des problèmes du socialisme. Mais pour sensibiliser plus de monde à ces problématiques, pour que votre vision du monde devienne vraiment la vision du monde du prolétariat,
pas seulement la vôtre. Encore faut-il se confronter à l'autre, échanger avec lui sans mépris, sans condescendance, avec l'envie sincère de comprendre ce qui lui fait penser cela. Le contraire n'est pas qu'un refus de rallier autrui à notre cause, mais également une peur de confronter nos convictions à l'échec et de progresser. Personnellement, je m'en fiche du capitalisme. S'il n'est pas un bon système pour mon épanouissement et qu'il y a mieux, alors il doit disparaître pour ce mieux. Mon bonheur passe avant un attachement pour un mode de production, aussi douloureuse pour l'ego soit la remise en question. Il me reste peu de temps à vivre, et ce temps, je veux le vivre. Je dois le vivre. La manière habituelle de présenter les travaux philosophiques me déconcerte. Les ouvrages de philosophie sont écrits comme si leurs auteurs étaient convaincus de dire le dernier mot sur le sujet. Une forme d'activité philosophique consiste en quelque sorte à fourrer les choses dans quelques périmètres rigides de forme spécifique. Toutes ces choses qui sont là dehors, il faut les y faire entrer. Vous tentez de fourrer de force le matériau dans la zone rigide, ça passe bien d'un côté, de l'autre ça achoppe. Alors vous retournez la pièce et vous appuyez sur la protubérance, ce qui en fait aussitôt apparaître une autre ailleurs. Et vous forcez de nouveau et vous rognez les angles pour que les choses s'ajustent et vous pressez jusqu'à ce que enfin, presque tout trouve une place plus ou moins stable. Et tout ce qui ne colle pas, on le jette au loin, de sorte que cela passera inaperçu. Aucun philosophe ne dit « Voilà d'où je suis parti, voici où je suis arrivé. La grande faiblesse de mon travail vient de ce que je suis parti de là pour arriver ici. En particulier, voici les déformations les plus notables, les pressions, les poussées, les lacérations, les creusages, les étirements et le burinage. Bref, voici tout ce que j'ai commis en cours de route. Sans parler de toutes les choses que j'ai laissées de côté ou que j'ai feint d'ignorer, et de tout ce que j'ai évité de regarder. » Voilà, je cite un philosophe libertarien pour troller un peu, mais lisez des livres comme dit Position Revue, et ne vous arrêtez pas du contenu internet. Nous sommes dans une période avec des enjeux immenses. Partout en Occident et ailleurs, on assiste à la montée de l'autoritarisme, quand il n'est pas déjà là. Méfiez-vous des libéraux si vous le souhaitez, car nombreux sont ceux qui troquent leurs principes pour soutenir les autoritaires. Méfiez-vous également de moi, car je suis faillible. Mais entendez que je me méfie de ceux qui se revendiquent du marxisme-léninisme, de ceux qui évitent les sujets difficiles par le dédain. Et posez-vous également la question, cette personne entend-elle vraiment me rendre plus intelligent et maître de mon destin ? Ah, et au fait, pour cette vidéo, je pense que je mérite bien ma petite statue dans le hall du ministère de l'État socialiste, non ? Sur ce, merci d'avoir regardé. Je publie désormais des articles sur un Substack, Journal d'Infragile, que je vais essayer d'alimenter petit à petit. Je garantis rien comme d'hab, mais n'hésitez pas à les voir. Même si c'est probablement pas du niveau de Paduring et de Position Revue. Enfin, j'espère quand même que j'aurai fait réfléchir une partie de leur public. Autrement, faites-vous plaisir. Dépensez de votre précieux temps pour m'insulter et me mettre des pouces rouges. Ça améliore mon référencement. Allez, au plaisir les gars. C'était Camarade Fragile et je vous dis à la prochaine. Ciao.